Il y a un problème avec le box-office. Le bouche à oreille et la vie d'un film sur le long terme comptent désormais moins que le démarrage, quitte à condamner des œuvres plus vite que prévu. Ça tient en partie à l'évolution des pratiques des spectateurs, mais aussi et surtout à la façon dont les studios envisagent un succès en salle. Dans cette vidéo, on va se poser une question simple: à quel point Hollywood se fait du mal avec ce que je vais appeler la dictature du premier week-end. Somebody take me in your eyes. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je vous propose qu'on analyse un sujet qui est devenu très important dans le quotidien d'écran large, le démarrage des films au box-office. Et à vrai dire surtout le box-office américain. Toutes les semaines à la rédaction, c'est la même rengaine. L'un des premiers trucs qu'on regarde le lundi matin, c'est les scores du week-end en Amérique du Nord. Pour rappel, en France, les films sortent le mercredi, donc on a tendance à calculer les performances d'un film sur la semaine complète. Mais aux États-Unis et au Canada, les films sortent le vendredi. Et c'est donc cette période du vendredi au dimanche qui passionne les analystes. Comme beaucoup de confrères, on lit assidûment les médias spécialisés comme Variety, The Hollywood Reporter ou Deadline, et on recoupe avec nos connaissances personnelles et nos éléments de comparaison pour essayer de rester le plus nuancé possible. Typiquement, pendant la période des blockbusters de l'été comme maintenant, c'est hyper intéressant de voir qui cartonne le plus, si les films se cannibalisent, etc. Et en même temps, il y a une réalité un peu triste. Aujourd'hui, un premier week-end décevant, voire catastrophique, c'est rédhibitoire. Ici, on n'aime pas crier au loup trop vite et il nous semble toujours essentiel d'attendre qu'un film en soit à plusieurs semaines d'exploitation pour en arriver à un constat plus définitif. On peut parler sur le site d'écran large du premier week-end avec les pincettes nécessaires, mais pour les vidéos YouTube, on patiente jusqu'à des paliers qui ne permettent plus aucun doute. Après, on ne va pas se mentir, c'est très rare qu'une tendance change de façon abrupte. Et avec les prévisions très souvent correctes de l'industrie, on peut presque, et je dis bien presque, anticiper un succès ou un échec. Surtout les échecs d'ailleurs, où on voit bien que les termes flop et bid attirent des clics en masse parce que les gens ont le goût du sang. Et n'essayez pas de dire le contraire parce qu'on voit bien que nos vidéos bilan box-office avec l'un de ces deux termes dans le titre et RIP sur la mignate font parmi nos meilleurs scores à chaque fois. C'est devenu la formule magique. Pour autant, loin de nous l'envie d'être des oiseaux de mauvais augure. D'autant que je rappelle que le box-office est loin de dépendre de la qualité d'un film, sinon Minecraft aurait fait les scores d'un film indépendant rejeté des festivals et Furiosa ne m'obligerait pas à brûler régulièrement des cierges en sa mémoire d'enfants sacrifiés pour nos péchés. Mais comme je le disais, le box-office actuel manque cruellement de surprises, au point où tout le monde scrute le premier week-end d'exploitation comme la fenêtre où tout va se jouer. Ce qui est quand même dur et un peu expéditif pour des projets qui ont mis parfois des années à se monter et qui auront l'opportunité, a priori, de connaître d'autres exploitations sur d'autres canaux. Mais bon, si je me contente d'exemples de 2025, on voit bien que le couperet tombe vite, quelle que soit la typologie de film. Que vous preniez le blockbuster d'auteur coûteux avec Mickey 17, le spin-off de franchise juteuse avec Ballerina, ou le nouveau bulldozer de Pixar pour toute la famille avec Elio, si le démarrage est nul, c'est finito. Alors bien sûr, si j'étais un étudiant en philo en manque d'inspiration, je pourrais vous dire que de tout temps, il y a eu des bids au box-office et des bids qu'on voyait venir à des kilomètres. Mais il y avait aussi des alternatives, des parcours heurtés et imprévus qui méritaient que la presse spécialisée les décortique. J'avoue que si je fais cette vidéo, c'est en partie parce que je me demande à quel point le modèle actuel d'analyse du box-office, fait de titrailles bourrés de superlatifs, positifs comme négatifs, et on est les premiers à le faire, ne font pas que confirmer des parcours de plus en plus programmatiques et écrits d'avance, et l'industrie a sa part de responsabilité là-dedans, mais je vais y revenir plus tard. Parce que oui, bien sûr, le démarrage d'un film a son importance, surtout aux États-Unis. Je rappelle que quand on compte les millions de dollars rapportés par un film, c'est sur le ticket de cinéma complet, dont un pourcentage non négligeable revient aux exploitants de salles. La première semaine aux US, c'est souvent entre 55 et 60% du ticket qui reviennent dans la poche du studio. Et ça diminue de 5% en moyenne de semaine en semaine pour inciter les salles à garder un film plus longtemps sur leurs écrans. Mais ce qu'on tend à oublier, alors que c'est le plus important, c'est la tenue du film sur la durée. Et plus particulièrement la chute de fréquentation en deuxième et troisième semaine. Alors aujourd'hui, le modèle est tristement évident. Votre film, sur son deuxième week-end, il perd entre 50 et 60% de son public, ce qui est quand même important quand on y réfléchit. Et ce pourcentage ne change que très rarement, quel que soit le score initial du premier week-end, d'où cette dictature que j'évoquais plus tôt. Si vous allez chuter de 50% sur vos entrées, mieux vaut que ce soit à partir d'un démarrage à 200 millions de dollars que à 50 millions. Ça rend la descente de sucre
un peu plus digeste. Tout récemment, j'ai fait une vidéo pour étudier le box-office de Superman, de Jurassic World 4 et des 4 Fantastiques, et ils ont tous suivi ce modèle, au cœur de franchises où c'était déjà la norme. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, soit le 4 août, Les 4 Fantastiques vient de terminer son deuxième week-end avec 66% de chute de fréquentation, ce qui tend à démontrer l'essoufflement de plus en plus constant de Marvel après un démarrage déjà ok bof. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et il n'y a pas besoin de remonter si loin pour sentir la différence. Je vous propose un petit jeu. Pensez aux films les plus cultes des années 90. Eh bien, dans la plupart des cas, les films perdaient souvent moins de 40% de leur public lors de leur deuxième week-end, à moins vraiment d'un démarrage énorme. Jurassic Park, 18% de chute de fréquentation. Le Roi Lion, 16%. Seven, 11%. Prenez même l'année 1999. Bon, sans surprise, le plus gros film de cette année-là, c'était bien sûr Star Wars La Menace Fantôme, qui d'ailleurs n'avait chuté que de 20% sur son deuxième week-end. Mais le deuxième film de l'année, aux États-Unis comme dans le monde, qu'est-ce que c'était? Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Le truc sorti de nulle part qui a pris tout le monde par surprise. Eh bien, après un démarrage plus que correct, au vu de sa nature de film à 26 millions de dollars de budget, le film n'a enregistré qu'une perte record de 3,4% sur son deuxième week-end et de 7% sur le troisième. Et allez, je termine avec mon exemple préféré, Scream, le film d'horreur qui a redéfini le slasher dans les années 90. Eh bien, c'est dur à imaginer, mais Scream était bien parti pour être une déception au box-office. Bon, d'un côté, le film est sorti au Noël de 1996, et j'avoue que je comprends pas trop la logique de sortie. Et il avait fini seulement 4e du box-office sur son premier week-end, avec un timide 6 millions de dollars récoltés. Sauf que les semaines suivantes, le bouche à oreille lui a permis de gagner des spectateurs. Et pas qu'un peu, 43% de hausse sur le deuxième week-end et 10% sur le troisième. Ajoutez une chute douce, voire inexistante jusqu'au mois de mai de l'année suivante, et le film avait récolté 100 millions de dollars juste à domicile. L'exploit. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Évidemment, il y a plus d'un facteur, mais le principal, ça me semble être l'arrivée d'Internet, qui a chamboulé la manière pour Hollywood d'envisager ses sorties. Avec l'émergence du piratage, il a fallu uniformiser les sorties à travers le monde et s'adapter à des canaux de diffusion dont les fenêtres d'exploitation n'ont cessé de se raccourcir au fil des ans. Dans ce contexte, les films ont moins de temps pour exister et Hollywood a orienté ses stratégies marketing pour que le démarrage devienne une priorité. Surtout depuis les réseaux sociaux. Maintenant, il faut donner au public cette sensation que chaque sortie est un phénomène culturel qu'il faut avoir vu tout de suite pour espérer faire partie du cercle et des conversations autour de la machine à café. Ça explique sans doute pourquoi il y a des gens qui filment maintenant l'écran de cinéma avec leur téléphone pour bien montrer qu'ils voient le film sur leur story Insta. D'ailleurs, petite parenthèse, s'il y en a qui font ça et qui regardent cette vidéo, oui, on vous voit même quand vous voulez être discret, oui, ça casse les couilles de tout le monde et c'est impoli, oui, tout le monde s'en fout que vous alliez voir Superman, et oui, vous avez une place spéciale qui vous est réservée en enfer. Bon, sans surprise, ce modèle s'est d'autant plus amplifié qu'il a accompagné l'arrivée des méga franchises qui se reposent beaucoup sur l'appartenance de leurs fans. C'est pour ça que même en faisant partie des plus gros succès de tous les temps, chaque film Avengers a connu une chute de fréquentation de minimum 50% sur leur deuxième week-end. C'est jamais très grave parce que leurs démarrages sont énormissime, mais ça révèle quand même que passé cette audience captive, l'enjeu de ces films-là, c'est d'arriver à attirer des spectateurs plus occasionnels, ceux qui ne seront pas pressés de se rendre en salle. Mais dans un contexte où la vie des films semble plus éphémère, ça implique souvent de limiter la casse, au point où aujourd'hui, une chute de fréquentation à 40% en deuxième semaine est perçue comme une grande victoire. Par contre, grâce à vous, cette chaîne YouTube ne cesse de grandir de jour en jour. Ça nous fait très plaisir, mais je vous rappelle qu'Écran Large, ça reste un média indépendant qui n'est pas que en vidéo, mais avant tout un site internet. Si nos critiques, nos analyses et nos rapports sur le box-office comme celui-ci vous intéressent, on vous invite à nous soutenir par l'abonnement qu'on propose sur le site avec des contreparties et ça coûte seulement quelques euros par mois. Le lien est dans la description. Retour à la vidéo. Personnellement, j'ai un problème avec ce modèle du box-office que je vous ai évoqué. Cette façon qu'a eu l'industrie d'accoutumer les spectateurs à ce système fait que tout ça est maintenant réglé comme du papier à musique. Alors que les bizarreries du box-office sont bien plus révélatrices des véritables phénomènes culturels ou de société. Et maintenant qu'ils sont plus rares, il faut les chérir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Je pourrais citer Élémentaire, pour un exemple des plus récents, qui a réalisé à l'époque le pire démarrage de l'histoire de Pixar, avant d'étonnamment sauver les meubles. On peut pas vraiment parler de succès, mais le flop avait été évité, prouvant que la marque Pixar en avait encore sous le capot, surtout après le bid énorme de Buzz l'éclair. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle Elio, qui a fait pire qu'Élémentaire à son démarrage, a eu le droit à un léger sursis de la part de la presse, parce que tout le monde espérait que le modèle se reproduise. Spoiler, ça n'a pas été le cas. Du tout.
Mais prenons un autre exemple bien plus miraculeux et improbable, The Greatest Showman, la comédie musicale avec Hugh Jackman et Zendaya. Un biopic sur l'inventeur du cirque moderne, je mets de gros guillemets, avec des tubes en pagaille et du kitsch fantaisiste à la Baz Luhrmann, ça avait a priori toutes les chances de cartonner lors de sa sortie sur la semaine de Noël en 2017. Et pourtant, The Greatest Showman n'a démarré qu'à la 4e place du box-office américain sur son premier week-end, avec à peine 8,8 millions de dollars récoltés. Il a été écrasé par les démarrages de Pitch Perfect 3, et du reboot de Jumanji, et surtout par le deuxième week-end de Star Wars, Les Derniers Jedi. Coup dur pour un film qui a quand même coûté 84 millions de dollars. Mais le bouche à oreille a fait son travail. Mettez ça sur le compte de son côté feel good et familial, ou sur ses chansons, plutôt sympa, il faut l'avouer. Mais en tout cas, il y a eu une soif pour ce film-là, au point où son deuxième week-end a vu sa fréquentation augmenter de 76%, et son troisième et quatrième week-end n'ont enregistré qu'une chute de 11 et 9%. The Greatest Showman a réussi à faire ce que plus personne ne sait faire à Hollywood. Savoir exister de façon stable, sur une trentaine de semaines en salle, ça c'est très rare maintenant, jusqu'à devenir un succès incontestable à hauteur de 434 millions de dollars de recettes mondiales. Faut bien comprendre qu'une telle augmentation entre le premier et le deuxième week-end sur une aussi grosse sortie, aux États-Unis ça veut dire entre 3000 et 4000 écrans en moyenne, ça ne s'était plus vu depuis Titanic 20 ans plus tôt. Et d'ailleurs, dans le domaine des meilleures tenues de film au box-office, James Cameron est le champion toute catégorie. Ça en devient même comique parce que ça fait 3 fois que le modèle se répète. Je vous explique. Cameron fait un film qui défie les acquis d'Hollywood en matière de production, quitte à faire exploser son budget. L'industrie voit évidemment ça d'un mauvais œil, et les médias ne manquent pas de rappeler que ça représente quand même un gros pari financier qui a de très grandes chances de se planter. C'est limite si les gens n'ont pas envie de voir le film se casser la gueule. Et il faut reconnaître que, dans le cas de Titanic et surtout du premier Avatar, le premier week-end s'était montré décevant. Et Avatar m'intéresse particulièrement parce qu'en 2009, on était déjà à fond dans la dictature du premier week-end. 77 millions de dollars aux États-Unis, c'est pas la folie. Et beaucoup, dans la presse comme sur internet, ont annoncé la mort du film alors qu'il a enregistré lors de son deuxième week-end l'une des plus petites chutes de fréquentation de l'histoire à hauteur de 1,8%. Ça a été pareil partout dans le monde, et c'est comme ça qu'on devient le plus gros film de tous les temps avec 2,7 milliards de dollars de recettes, sans compter les ressorties du film. C'est d'ailleurs pour ça que les Nostradamus du dimanche m'ont toujours fait marrer en ce qui concerne Avatar 2. Non mais le premier était nul, tout le monde s'en fout, 13 ans après c'est trop tard, de toute façon ça va être le même film, ça va se planter. Conclusion, l'histoire s'est encore répétée, Cameron a atteint 2,3 milliards de recettes parce que son film a su tenir sur la durée. Et en même temps, si je devais mettre une pointe de nuance là-dedans, il faut admettre qu'Avatar 2 a prouvé qu'avec cette dictature du premier week-end, le système actuel du box-office ne permet plus vraiment à Cameron de reproduire les miracles du passé. J'entends par là que Avatar 2 a eu un démarrage beaucoup plus classique, à hauteur de 134 millions de dollars, et d'ailleurs ça n'a pas empêché certains de trouver ça encore trop faible, et même si son milieu d'exploitation a été très stable en matière de chiffres, d'où sa longévité en salle, il a connu une chute de fréquentation de 53% entre sa semaine 1 et 2 sur le sol américain. Ça ne l'a pas empêché de faire ces chiffres démesurés, mais disons qu'on est là face à un parcours plus classique et attendu, loin des anomalies d'avant. Concrètement, cette évolution toujours plus normative dépend aussi des derniers changements majeurs de l'industrie, ceux qui ont été amplifiés par la crise du Covid. Je parle bien sûr de la place importante prise par le streaming, qui a eu plusieurs conséquences. Petit 1, des fenêtres de sortie toujours plus petites entre les différents canaux, ce qui amène les films à rester parfois moins de 3 semaines à l'écran avant d'être disponibles en VOD et par extension en téléchargement illégal. Petit 2, l'accoutumance du public à cette impatience. Et petit 3, le plus important, la mort du format physique. Alors que le DVD était connu pour donner une seconde chance financière à des films qui n'avaient pas forcément été des succès en salle. Le streaming a remplacé le DVD, mais la location de droits de diffusion en streaming ne rapportera jamais autant d'argent que la vente concrète d'un disque. Et c'est encore plus évident lorsque les plateformes appartiennent au même studio. Quand Avatar 2 sort sur Disney+, ce qu'il rapporte potentiellement à la firme, c'est de nouveaux abonnements théoriques à la plateforme par ceux qui voudraient voir ou revoir le film, ce qui est impossible à calculer précisément. On sait que la VOD peut représenter un pactole non négligeable pour une majors, mais ce délitement des canaux après la salle de cinéma implique qu'un film doive assurer de se rembourser juste sur l'exploitation en salle, où le démarrage est devenu primordial. Et c'est difficile quand l'industrie s'est habituée à précipiter des productions, quitte à devoir plus tard corriger les scénarios, faire des reshoots ou faire des effets visuels de dernière minute. La facture grimpe,
Qui plus est dans un contexte d'inflation des budgets qui nous fait désormais dépasser la barre des 300 voire 400 millions de dollars sur des blockbusters. Ça rend les films très difficiles à rembourser en salle. Bon là c'est sûr que je suis pas le plus rassurant, et on peut clairement reprocher à Hollywood d'être de plus en plus court-termiste dans sa vision du box-office. Mais j'avais envie de conclure cette vidéo sur une touche d'optimisme, et à vrai dire, si je la fais dans un premier lieu cette vidéo, c'est pour parler de l'anomalie de 2025, le film qui a défié tous les pronostics, Sinners. En plus d'être l'une des propositions les plus appréciées de l'année, le film de Ryan Coogler a été un succès indiscutable. 365 millions de dollars de recettes mondiales, dont 278 en Amérique du Nord. Étant donné qu'on parle d'un film très axé vers un public américain et surtout afro-américain, c'est assez logique que les US restent son territoire privilégié. Le truc, c'est que Sinners a eu un démarrage américain, là encore, correct, dans les attentes des experts, à hauteur de 48 millions de dollars sur son premier week-end. Je vous le donne en mille, sa chute de fréquentation en deuxième semaine n'a été que de 4,8%, l'un des plus faibles chiffres depuis Avatar. Et on parle de 20 à 30% de chute sur les semaines qui ont suivi. On peut retenir plein de choses de Sinners. Le fait que Ryan Coogler soit devenu un cinéaste dont le nom est fort depuis Black Panther, le fait que les scénarios originaux peuvent encore créer la surprise, ou que le bouche à oreille a encore sa place. Mais s'il y a une chose qu'il faut retenir de Sinners et de cette vidéo, c'est qu'on peut faire dire beaucoup de choses à des chiffres. Je m'explique. Très régulièrement, si on fait nos vidéos bilan sur un box-office, c'est aussi pour nuancer, voire démentir un discours marketing fait pour valoriser tout le monde. Je pourrais évidemment citer Dwayne Johnson, qui a assuré le service après-vente de Black Adam en martelant sur ses réseaux que le film n'était pas une déception financière. Alors que désolé Dwayne, mais la hiérarchie du pouvoir chez DC est loin d'avoir été chamboulée par ton film. Au moment de la sortie de Sinners, nombreux étaient les médias, mais aussi les professionnels de l'industrie, à s'inquiéter de son box-office, en grande partie parce que le film a quand même coûté 90 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Fallait viser les 200 millions de dollars pour être rentable. Sauf que certains ont remarqué, à juste titre d'ailleurs, que d'autres films équivalents, qui avaient coûté aussi cher et qui avaient rapporté à peu près autant sur leur premier week-end, avaient profité d'analyses beaucoup plus enthousiastes, comme Once Upon a Time in Hollywood ou Nope de Jordan Peele. Alors pour être clair, on a fait partie de ces médias inquiets et ça sortait pas de nulle part non plus. J'en avais même parlé en vidéo, puisque Sinners sortait dans une période noire pour son distributeur Warner Bros, qui avait enchaîné les bids du côté de ses blockbusters d'auteur avec Furiosa, Joker 2 et Mickey 17. Ça avait mis sur un siège éjectable les responsables de la branche cinéma du studio, Michael DeLuca et Pamela Abdi, dont les prises de risques artistiques étaient notables. Et puis l'actuel patron de Warner, David Zaslav, est l'une des personnalités les plus détestables d'Hollywood à l'heure actuelle, uniquement motivé par les réductions de taxes et les films de franchise comme Minecraft. Donc Sinners représentait un enjeu et devait prouver la viabilité d'un line-up comprenant entre autres One Battle After Another de Paul Thomas Anderson et The Bride de Maggie Gyllenhaal, autres films d'auteur très coûteux qui vont sortir bientôt. Mais disons que ces constats légitimes autour de Sinners semblaient se perdre dans des éléments de langage prémâchés, alors que tout le monde aurait dû se réjouir du premier week-end enthousiasmant d'un tel film. Alors, loin de moi l'envie de tomber dans le complotisme facile, mais il est clair que Sinners a fait peur à Hollywood, ou du moins à certains des décisionnaires de studio qui ont peut-être martelé cette crainte de flop un peu artificielle avant même que le film ne sorte et sans trop voir plus loin que le premier week-end. Mais pourquoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Sinners est un film particulier. Ryan Coogler l'a écrit lui-même et l'a donc packagé pour le faire produire et distribuer par le studio le plus offrant. Et grâce à son pouvoir d'attraction acquis par Creed et les deux Black Panther, il a été en mesure d'imposer des conditions dans son contrat. Petit 1, le final cut du film, c'est-à-dire un contrôle sur le montage, sa teneur et sa durée, droit qui est loin d'être commun dans le système des majors hollywoodiennes, contrairement à la France par exemple. Récemment, seul Mickey 17 de Bong Joon-ho, autre film de Warner, a eu droit au final cut sur un budget aussi gros. Petit 2, la possibilité pour Coogler d'obtenir des revenus sur les recettes dès le début de l'exploitation du film. La plupart du temps, vous avez ce privilège lorsque le film passe un certain palier au box-office. Dès le premier dollar amassé, c'est très rare, à part pour certaines stars très puissantes, comme Tom Cruise par exemple. Petit 3, le plus important et le plus exceptionnel, c'est que les droits de Sinners, le film, reviendront à Ryan Coogler dans 25 ans. Le film existera dans le catalogue de Warner tout ce temps-là, mais après, le film, sa distribution, ses ressorties potentielles et même les projets de suite seront totalement dépendants des décisions de Ryan Coogler. Ce troisième point est celui qui, en toute logique, inquiète les studios, dont une bonne partie de la valeur tient à leur catalogue et à leur manière d'exploiter des films
en les ressortant ou en leur créant des suites, préquels, spin-off, en évacuant bien souvent leur auteur de la boucle. Le média Vulture a sorti un article sur le sujet où un producteur exécutif prédit carrément la mort du système des studios si ce type de contrat devait se démocratiser. Alors non seulement la politique des auteurs en état de mort cérébrale à Hollywood en aurait bien besoin, mais en esquivant la dictature du premier week-end, avec sa tenue démente, Sinners a prouvé deux choses: que des alternatives au box-office traditionnel d'aujourd'hui étaient possibles, et que ces mêmes alternatives pouvaient donner du poids à une petite révolution de l'industrie qui ferait du bien à tout le monde. Tout ça pour dire que le premier week-end est loin de représenter une fatalité, ou du moins faut-il arrêter d'en faire une fatalité, comme le voudraient trop souvent les studios. Évidemment, j'aurais pu vous parler de tous ces films mythiques de l'histoire du cinéma qui ont été des échecs à leur sortie avant de devenir des classiques réhabilités, comme Citizen Kane, Blade Runner ou The Big Lebowski, mais ça sortirait sans doute de la copie d'un étudiant en ciné un peu flemmard. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'un public, il se trouve, et parfois, ça ne prend pas quelques semaines de box-office, mais des années. C'est certes plus dur dans notre époque hyper médiatisée, où tout disparaît de la circulation en un clin d'œil, mais je pense qu'il est important que le spectateur impose à nouveau son tempo, et s'il pouvait moins voir des daubes comme Minecraft, ce serait pas mal aussi. Okay. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de m'avoir suivi dans cette myriade de chiffres, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et comme je vous connais et que je sais que vous aimez le sang et les échecs, je vous conseille la vidéo de Déborah sur Disney et les flops de la plupart de leurs films de science-fiction. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.